Bonjour David Gallès, c'est Mike Aldébaran de la Gazette de Rennes-le-Château. Bonjour à toi. Alors, je te reçois dans le cadre des conférences, des 13 conférences de Rennes-le-Château organisées par Jean-Patrick Bourtal. Nous sommes au Jardin de Marie, voilà, ici à Rennes-le-Château, l'église derrière. Donc tu as fait une conférence justement sur les apparitions mariales. Et dans ce cadre-là, tu as fait un livre conséquent qui justement s'appelle La fabuleuse histoire des ovnis avec Christian Doumergue. Oui, c'était avant évidemment m'intéresser aux apparitions mariales. Ouais. Voilà. Et justement, tu as parlé aussi de Jacques Vallée, oui. Puisque Jacques Vallée était le premier justement à parler des apparitions mariales en tant qu'ufologue. Et donc tu as mis ça en exergue au début de ta conférence. Donc est-ce que tu peux nous parler de ta conférence et aussi de ce livre, donc Le fabuleux Histoire des ovnis. Alors la conférence, en fait, je donne assez peu de conférences en réalité. La conférence, c'est un petit dérivé d'un documentaire sur lequel je suis en train de travailler, qui va s'appeler Apparition au pluriel, qui devrait sortir au printemps 2025. Ça fait des années que je travaille dessus. C'est un travail assez, j'allais dire fastidieux. Non, c'est un travail passionnant. Donc qui m'a amené à aller sur les principaux sites d'apparition mariale en Europe, notamment Belgique, Italie, France, Portugal évidemment. Et l'intérêt évidemment, donc avant de connaître les écrits de Jacques Vallée, je trouvais ça effectivement curieux, ces apparitions mariales, tout simplement parce qu'il y a toujours un point commun en quelque sorte entre ces apparitions, c'est-à-dire le fait que les voyants, donc ceux qui voient la Vierge et qui l'entendent, ne disent pas au départ qu'ils voient la Vierge, ils disent tout simplement qu'ils voient une forme féminine, pas grande en général, c'est toujours une petite femme ou une enfant d'ailleurs, quelquefois à Lourdes, Bernadette Soubirous dit je vois comme une enfant. Alors elle dit au départ d'ailleurs je vois la chose, je vois Akero, ce qui veut dire le truc. Donc et on se rend compte au fil du temps que c'est un peu le même principe enfin c'est pas le même principe, il y a beaucoup de points communs avec l'ufologie, c'est-à-dire qu'on a des témoins qui sont face à un phénomène totalement surnaturel, qui vont en parler avec plus ou moins de liberté, dont la parole va être immédiatement remise en doute, dont les études scientifiques, le peu d'études scientifiques qu'il y a eu sur les apparitions mariales, elles sont principalement médicales sur les voyantes, n'ont strictement rien donné de preuve de quoi que ce soit. Et puis il y a l'origine du phénomène. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment la Vierge Marie? Ça c'est pour les croyants évidemment. Ou alors on est face, comme je l'ai dit hier à la conférence, on est face à ce qu'il semblerait être une intelligence supérieure, exotique, qui est en capacité d'établir un contact avec nous, mais sous une forme mimétique. Jacques Vallée en a parlé dans le Collège Invisible en 1975. Absolument. Il parle du système de contrôle. C'est le premier à avoir parlé de ça. Oui, et là, il évoque aussi la Vierge, justement. Il est assez succinct sur la vente, sur la Vierge. Dans Passeporto Magodia en 69, voilà. Et puis il y a aussi il y a eu aussi tous les travaux sur les fils de la Vierge, dont même Jean-Luc Chomeil a travaillé dessus, des gens comme justement l'Institut Guittard, tous ces gens qui lisent sur les fils de la Vierge aussi, ça c'est aussi très intéressant. Oui, ces choses-là, ça se rejoint. Pour moi un autre sujet, mais c'est mis à part que ça a le nom de la Vierge, mais c'est effectivement très intéressant. Oui. Ouais. Et donc sur la fabuleuse histoire des ovnis, est-ce que tu peux nous faire un condensé des recherches que tu vas faire? Il y a la croix de Miguet de 1826 qui est fascinante, parce que vraiment on est dans ce cas du mimétisme dont on parle de l'inconscient collectif, où cette croix apparaît à des croyants justement. Oui, c'est ça. On est en 1826, le 17 décembre, on est à Migné, à l'époque ça s'appelait pas Migné-aux-Anses, aujourd'hui ça s'appelle Migné-aux-Anses, mais ça s'appelait Migné. Là il y a une cérémonie, on va dire, religieuse. 1000 personnes. Voilà, plus de 1000 personnes, c'est certain. Ils mettent en place une croix tout près de l'église, une croix avec Jésus, etc. Et puis à un moment, on voit apparaître dans le ciel, je résume vraiment l'affaire, mais on voit apparaître dans le ciel une croix qui est couchée, donc qui est horizontale, avec des bords extrêmement nets, d'une couleur argentine, diront les témoins, c'est-à-dire un peu rose métallique, et qui ne bouge pas, et qui fait 40 mètres de long. Voilà, c'est quand même... Alors du coup, les gens, évidemment, sont paniqués, sont sidérés, se mettent à prier, etc. Ce qui est étonnant dans ce cas-là, et ce qu'on peut révéler, et c'est ce que je dis dans la conférence, c'est que contrairement aux apparitions de la Vierge, où il y a 2, 3, 4, 5 personnes, grand maximum, qui voient la Vierge, là, en l'occurrence, tout le monde a vu le phénomène de la croix, sauf une seule personne. C'est un personnage, un homme qui
se demandait ce que les gens regardaient au-dessus, qui ne voyait strictement rien, et qui s'est senti quelque part coupable de ça. Et comme il n'était pas très croyant, là il est devenu extrêmement croyant, donc il s'est converti au christianisme. Enfin converti, il était athée on va dire, et puis bah oui, il s'est engagé dans le christianisme, convaincu aussi que Dieu l'avait puni. C'est-à-dire, tu crois pas en moi, je te montre pas la croix. C'est assez étonnant. Et c'est une histoire qui a eu un fort impact, fort impact à l'époque. Qui est peu connu d'ailleurs. Comment ? Qui est assez peu connu. C'est assez peu connu, et pourtant c'était très connu dans les années 1826, 27, 28, parce que c'était une France qui était divisée. Hein. On est à Braine-le-Château, il y avait les royalistes, catholiques, et puis il y avait les républicains laïcs. Là c'était la même chose. Les républicains laïcs disaient à l'époque, il y a eu tout un scandale là-dessus. Non, c'est une arnaque. Ils ont fait un cerf-volant, ils ont construit un cerf-volant Jox. Chose totalement impossible. Construire un cerf-volant de 40 mètres de haut à l'époque, lumineux, c'est quand même un truc de fou, avec des bords qui semblaient métalliques. Et puis comment l'installer comme ça en plein jour sur une place publique avec 1000 personnes déjà présentes, c'est absolument impossible. Et donc du coup il y a eu toute une polémique, et ça a marqué les esprits à tel point que, ce que je dis d'ailleurs aussi en conférence, c'est que à l'entrée du Sacré-Cœur à Paris, à Montmartre, vous verrez tout de suite à gauche un hôtel avec cette scène de l'apparition de la croix de Minier qui est gravée dans le marbre. Ce qui est très intéressant, c'est que justement il y a un témoin qui ne voit pas. Ah oui, c'est ça qui est Alors fascinant. ça c'est très intéressant, parce qu'on est tout à fait dans l'idée de l'effet dose, où le phénomène nous plonge dans un effet dose. Des fois c'est que 2 ou 3 personnes, et puis les autres ne le voient pas. Et là par contre c'est lui qui ne devait pas voir. Voilà. Donc, ce qui prouve bien qu'il y a un effet holographique, voilà, c'est ça. ou un effet, c'est un effet télépathique peut-être. Et on revient finalement, justement, on parlait des dirigeables de 1897, où il y a ce côté mimétique, où c'était pas possible, ils ne pouvaient pas aller aussi vite. Mais bien sûr. Et avec ces grandes lumières, on a l'impression que ça prend la forme du Zeitgeist, l'esprit du moment. C'est ça, exactement, tout à fait. C'est l'esprit du moment qui est pris. Et qui justement fait en miroir. Qui est capté, et qui veut donc cette chose qui va capter cette pensée va s'adapter et va se mettre à prendre la forme de ce qu'on croit voir. Et en même temps, c'est pas justement la signification ou le pourquoi. C'est comme Camus dit, le miroir reflète mais n'enseigne pas. Absolument. Il nous reflète mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Oui, c'est ça, on est toujours dans le questionnement là-dessus, sans problème. Et alors sur le phénomène ovni, justement, ton avis, finalement, parce que au départ, tu n'étais pas spécialement, on va dire, on ne va pas dire croyance, parce qu'on n'a pas de croyance, mais je veux dire, tu étais un peu sceptique ou tout au moins interrogatif. Pas forcément sceptique, il y a tellement de cas, tellement de témoignages, tellement de choses que j'étais pas très sceptique. Le phénomène, l'existence des phénomènes, on va dire, pour moi, il n'y a pas de souci. Après toutes les enquêtes que j'ai pu faire en allant en Norvège, à Isdalen, en me baladant partout, en ayant filmé moi-même quelque chose de... Oui. Ah non, ça c'est plus... Pas par Kiltelson. En voyant tous ces trucs-là, au bout d'un moment, c'est certain que le phénomène existe. Le truc, c'est de savoir, évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Bon, évidemment, tout le monde se pose la question. On arrive aujourd'hui, puisque notre technologie évolue, alors là maintenant on met de l'IA, on met de l'intelligence artificielle un petit peu partout. C'est vrai, pourquoi pas des sortes de satellites avec une intelligence artificielle à l'intérieur. C'est ce que dit Eric Zorcher. Voilà, cette intelligence artificielle est-elle, on va dire, organique. Système de contrôle. Voilà, c'est possible aussi. Donc si on a une intelligence artificielle dans des corps, très clairement, ça devient vraiment la vie. Donc on est visité par des êtres intelligents, mais conçus par une autre civilisation. Et peut-être une civilisation qui a disparu depuis 10, 30 ou 400 millions d'années. Tu as fait plusieurs livres, notamment La France mystérieuse, en compagnie justement de Christian Doumergue, aussi édition de l'Opportun. Là aussi, alors là c'est beaucoup plus vaste, parce que vous allez de Rennes-la-Château à Brocéliande, à Hieron du Val d'Or, vous faites un peu un mix de tout ça pour je parle pas du Hieron du Val d'Or dans La France mystérieuse, me semble-t-il, mais et c'est pas un livre que j'ai écrit avec Christian Doumergue, il est possible. Ah oui, non, pardon. Qu'un chapitre ou deux, j'ai demandé à Christian effectivement de m'éclairer beaucoup sur le sujet, mais sinon non. Et sinon, tous les sujets qui existent en France, effectivement, là aussi c'est passionnant. On voit qu'on est dans un des pays les plus riches en histoire d'abord, et puis en énigmes, on a des quantités, en trésors aussi. C'est un pays dont le sous-sol est probablement riche de trésors comme rarement ailleurs dans le monde. Sur Rennes-le-Château, actuellement, tu es sur des recherches particulières non. Parce que tu as, avec Jean-Patrick Montal aussi, tu as justement un travail avec lui justement sur ces lieux secrets.
Oui, Voilà. c'est ça, exactement. Bah, Ce livre ouais. qui est disponible, Karel Lachâteau, aussi, tu peux nous en parler en 2 mots, ou 3. Oui, non, mais alors c'est Jean-Patrick qui a écrit le livre, qui a d'ailleurs illustré le livre avec les photos. Et en fait, bah, c'est un livre qui se vend là parce qu'en fait, c'est pas vraiment. C'est un livre. Commande de Évidemment. la mairie en C'est une commande de la collaboration avec le maire mairie. de Rennes-le-Château. Voilà, c'est normalement on va dire un livre qui est censé effectivement dévoiler des mystères. Et effectivement, on voit des choses dans ce livre qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai réalisé toutes les vidéos du livre. Alors en réalité, il y a des QR codes pour chaque Voilà. chapitre. Et chaque vidéo, quelquefois, dure 10, 12, 15 minutes. Donc en fait, au final, vous avez un documentaire pratiquement d'1 h 15 avec les lieux secrets de Rennes-le-Château ou des témoignages exclusifs, on va dire, sur l'histoire de Rennes-le-Château. Quant à moi, sur l'histoire de Rennes-le-château, bah, je fais comme d'hab, c'est-à-dire je me questionne, j'écoute. Et Bah, tu t'es fait connaître déjà en 2003 sur France 2 pour Rennes-le-Château. oui, on avait fait oui, bien sûr. Mais Avec André. ouais, avec Et sa André, maquette. absolument, tout à Sa fait. fameuse maquette. Oui, mais voilà, moi je suis normalement un journaliste, c'est fait pour relater ce qu'il entend ou les faits et surtout d'essayer d'analyser pour voir s'il y a recoupé, voir s'il y a des choses qui sont intéressantes ou pas. Ici, on est aujourd'hui dans, comment dire, on navigue dans les théories. Donc là, vérifier certaines théories, quelquefois c'est simple. Et quelquefois, bon, on peut pas. Enfin, je veux dire, là, c'est juste de l'imagination et c'est tant mieux comme ça. Et bon, on travaille sur quelque chose dont je n'ai pas le droit de parler encore aujourd'hui. Voilà, on a fait des choses et peut-être que ça pourra déboucher sur quelque chose d'extraordinaire. Moi, je le souhaite, mais pour l'instant, voilà, ça reste totalement secret. Est-ce qu'il y a une partie de Rennes-le-Château qui t'intéresse le plus, qui te semble le plus proche Dans l'histoire. dans l'histoire, voilà, qui est très vaste, qui est très labyrinthique. Ouais. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est les anciens du village. On a fait beaucoup d'interviews de vieux du village et au bout d'un moment, des gens qui ont vraiment vécu ici, certains avaient connu Marie Desnarnaud, j'ai appris plein de trucs sur Boudet, j'ai appris plein de trucs sur Marie Desnarnaud justement, et donc un petit peu sur Saunière, et puis surtout sur la vie, quelle était la vie vraiment ici. Et on voit, en fait, là on imagine encore mal le décalage qu'il y avait entre la vie de Saunière ici, c'est-à-dire son train de vie qui était absolument exceptionnel, mais en même temps il était très proche du peuple, etc. C'est cette partie-là, moi, qui m'intéresse, la partie un petit peu historique. Quant à l'idée, comment dire, à l'idée de qu'est-ce qui s'est passé ici, moi je suis assez convaincu qu'il y a une histoire effectivement de trésor, c'est certain, que ce trésor, comme le dit Paul Sauzet, ou comme tu le dis, alors pas forcément la crypte, enfin en tout cas est un trésor d'église et qu'il y a eu une manipulation, c'est-à-dire Saunière a trouvé un trésor d'église important, très important. C'était du Brouillard, Lyonnaise, c'était Angélique aussi. Oui, pour être derrière, c'est derrière ça. Plantard. Mais il a voulu. Enfin, derrière, alors ça, Plantard, je sais pas du tout ça. Pour moi, il y a eu un. Ça va faire 3, donc ok. Allez, troisième. Pour moi, il y a eu spoliation de biens d'église par Saunière pour financer la cause royaliste. Et puis au bout d'un moment, la cause royaliste étant perdue, voilà. Il se met à construire. Je pense vraiment que quand il a fait la villa, d'ailleurs il y a très peu habité, ou quasiment pas, son idée c'était de la donner aux prêtres retraités du coin. Mais je pense sincèrement qu'il a fait ça. Après bon, voilà, il en a mis plein la vue, c'est sûr. Mais je pense que l'évêché de Carcassonne savait très bien ce qu'il avait fait, très bien ce qu'il avait éventuellement trouvé, et il pouvait pas lui dire bon bah rends-nous ça. Il pouvait simplement l'accuser de trafic, de tout ce qu'on veut. Ouais. Quand je parlais de la Société Angélique aussi, je regroupais l'Iron du Val d'Or aussi, et ce genre de choses. Est-ce que tu as une conclusion ? Un livre, oui, une conclusion et un livre sur lequel tu travailles actuellement, ou c'est secret ? Alors pas de livre, là j'ai vraiment arrêté les livres. Je pense que j'avais tout ce que j'avais écouté, toutes les histoires que j'avais racontées, je les ai racontées globalement. Peut-être sur les apparitions, j'en ferai un, mais non, je bosse vraiment sur mon documentaire sur les apparitions. D'accord. Et puis voilà, non, pas de livre pour l'instant, c'est pas programme. Ok. Eh bien, merci beaucoup, David Gallet, pour cette interview. Merci à toi, Mike. Avec plaisir, voilà, dans le cadre de Rennes-le-Château. À bientôt. Merci.